Le plus terrifiant des dieux de One Piece apparaît sur Elbaf. Imu prend le contrôle de la situation alors que Marie-Joise se fait dévorer par les flammes. Gaban, après avoir vaincu Sommers, abandonne face à Gunko en voyant un futur absolument terrifiant. Grâce à son acquis de l'observation, Gunko révèle une partie de son passé avec Brook et pourrait être sa fille. Bon, si les derniers chapitres pouvaient être assez calmes, Oda s'est plus que très bien rattrapé avec ce nouveau chapitre 1149 qui nous a tout le long tenu en haleine pour se clore dans un final absolument épique et terrible. Profitez de cette occasion pour le noter en commentaire sur 10 et dites-moi si d'après vous, Brook est vraiment le père biologique de Gunko ou si, tout comme Kuma avec Bonnie, il l'aurait adopté. Venez chill avec nous aussi ce soir sur Twitch en relisant le chapitre et rejoignez la chaîne secondaire pour ne pas rater les nouvelles vidéos qui sortent toutes les semaines, même quand il n'y a pas de chapitre parfois. Et ouais, voilà, je vous ai tout dit, la review pourra commencer après un court placement de produit. Merci à tous de votre compréhension et à tout de suite. Elle est belle, hein? Aujourd'hui, je vais vous présenter le sponsor de cette vidéo, Trade Republic. Passer d'une banque qui vous coûte à celle qui vous rapporte de l'argent. C'est leur slogan et franchement bravo à l'équipe de communication parce qu'on a rarement fait plus accrocheur. Et le truc stylé, c'est que, c'est vrai en plus. Trade Republic est donc une banque que vous gérez directement depuis une application qui vous offre la possibilité de gagner jusqu'à 852 € par an. C'est en effet le coût moyen des frais bancaires et des intérêts non perçus par les ménages français. Avec Trade Republic, c'est du passé. Il n'y a aucun frais bancaire alors qu'un Français en dépense en moyenne 225 € par an. Chaque année, tu es rémunéré de 2,25% sur le montant des liquidités déposées sur ton compte Trade Republic. Et bien sûr, 1% de tes paiements est réinvesti automatiquement. Ce dernier point t'intéresse? Eh bien, sache que grâce au SafeBack, 1% de tes achats sont réinvestis automatiquement dans un plan d'épargne de ton choix jusqu'à un montant de 15 € par mois. Donc en gros, et si je résume, tu maximises ton argent et tes dépenses chaque jour sans avoir rien à faire de particulier, de façon simple et intuitive grâce à l'application qui l'est tout autant. Alors n'attends plus et télécharge Trade Republic dès maintenant en créant ton compte sans frais directement sur l'application. Alors, nous reprenons ce chapitre là où le dernier s'éclot, dans le déchaînement de la fureur de Gaban face à Sommers. Venu affronter les Chevaliers Divins, l'une des ailes de Roger a bien flex comme il faut, en déchirant comme il faut aussi le sadique avec ses épines, en bloquant sa régénération. Oui, parce qu'en plus d'être complètement barrés, les Chevaliers Divins ont cette manie un peu à la con de ne pas vouloir mourir et donc de se régénérer comme l'ont fait le Gorosei sur Egghead. Sauf que Gaban et son expérience légendaire ont fini par avoir le dessus et même si on ne sait pas exactement comment et pourquoi, son acquis semble avoir annulé ce pouvoir de régénération. Et attention, c'est très important de ne pas confondre avec l'immortalité. En effet, et même après avoir été découpé, Sommers ne meurt pas pour autant. Il reste vivant malgré ses blessures. Donc c'est bien le pouvoir de se reformer qui a été annulé par le acquis de Gaban et non le pouvoir d'immortalité qu'il semble aussi posséder, puisque même après autant de dégâts, même après avoir été coupé en deux et tout, eh bien Sommers n'est pas mort. Donc comme je vous l'ai dit dans la review du chapitre 1146, déjà je commence à vraiment penser que seul Imu peut tuer les Chevaliers Divins et le Gorosei car c'est elle qui leur a conféré ce pouvoir d'immortalité, mais c'est aussi elle qui peut leur enlever comme elle a fait à Saturne. Et puis je me demande sérieusement si les sujets que recrute Imu ne sont pas déjà morts, que les Chevaliers Divins et le Gorosei, utilisant cette régénération, ne peuvent le faire que parce qu'ils ont été tués et ressuscités par Imu. Mais on va reparler de ce sujet un tout petit peu plus tard parce qu'il y a un vrai problème avec la vie des Chevaliers Divins et vous allez très vite capter que certains sont très différents des autres. Maintenant que Sommers est hors d'état de nuire, Gaban s'apprête à aider Koron qui se trouve entre les griffes de Gunko et c'est bien ça le problème. L'emprise qu'elle a sur le fils de Gaban est suffisamment importante pour annuler la menace de ce dernier. Gaban ne peut risquer la vie de Koron, surtout que grâce à son acquis de l'observation avancée, il lui permet de voir le futur, il entrevoit la mort de son fils s'il tente quoi que ce soit. Cette vision horrifique signe aussi la fin de la présence de Gaban dans ce chapitre. Après s'être rendu, ce n'est pas Koron que Gunko attaque, mais Gaban lui-même, le transperçant de 3 flèches et le faisant tomber de la branche d'Elbaf tout en s'excusant auprès de son fils et de son pays. Bon là je dois avouer qu'on a connu des chapitres plus joyeux, hein. Putain non, je veux... Non mais vraiment, je veux pas que ça se termine comme ça là. Gabanou qui tombe de l'arbre, totalement évincé par Oda parce qu'il était trop fort et qu'il allait s'occuper de Gunko là. Putain, j'ai le seum. Alors qu'est-ce qu'il y a à dire sur tout ça? Pas grand chose en vrai de vrai. Gaban il a toutes les formes avancées du haki comme Rayleigh, c'est finalement loin d'être étonnant même si à l'époque de Roger il inspirait pas du tout la même terreur qu'aujourd'hui. On en reparlera plus tard mais au final je me souviens quand même de ceux qui étaient déçus de son apparition là il y a 10 chapitres parce qu'il faisait pas assez badass. Moi je le trouve bien plus stylé qu'il ne l'était dans sa jeunesse, donc maintenant vous devez vous demander s'il est mort. Réponse non, on perd pas de temps avec ça.
hein, Gaban va survivre et va tomber juste en dessous en étant sauvé in extremis par le groupe de Luffy et Loki. Moi, écoutez, de toute façon, j'ai toujours le même scénario en tête. Luffy et Loki vont devoir remonter du royaume des morts jusqu'ici. Or, eh bien, ils ne peuvent utiliser aucune technologie climatique d'Elbaf là où ils sont. Et retourner sur la mer pour utiliser le Panther prendra sûrement beaucoup trop de temps. À mon humble avis, mais bon, je suis personne dans le game pour qu'on me croie sur parole non plus, c'est que Loki va utiliser son pouvoir et le pouvoir de son fruit du démon pour voler avec les géants et les Mugiwara jusqu'ici. Forcément, oui, si c'est le Zoan mythique du Nidhogg, ça m'aiderait plutôt bien, mais ça peut être n'importe quelle créature tant qu'elle bat des ailes et qu'elle flotte un petit peu, ça fera l'affaire. Il sauvera Gaban de sa chute, qui se fera soigner par Gerd au passage, puisque la chance nous sourit, là où il tombe, une médecin sera présente au même moment, et Luffy va faire comme d'habitude, il va appeler Papy H ou une connerie du style en lui disant mais qui t'a fait ça, blablabla, et aller le venger. Voilà, grosse arrogance de con que j'ai eu en disant ça, mais non, en tout cas c'est une vraie possibilité, et on va en parler avec cette fin de chapitre de malade, mais Loki vont très vite devoir arriver, même dès le prochain chapitre en fait. Alors on va passer à la suite, mais sur toute cette première partie dédiée à Gaban, j'ai quelques points assez importants à relever. Donc nous voyons la naissance de Koron, ou du moins nous voyons Gaban le tenir alors qu'il vient tout juste de naître. Cette scène s'est donc déroulée il y a 20 ans. Il y a 20 ans, Gaban avait déjà la cicatrice vers son œil. Elle a donc été infligée dans ce laps de temps de 5 ans qui sépare la dissolution de l'équipage de Roger, où Gaban n'avait donc pas cette cicatrice, à eh bien, la naissance de Koron, bah oui, 5 piges plus tard. Pour l'instant, c'est difficile, voire impossible de prédire qui a pu le blesser, même en ayant cette date en tête, mais il faut vraiment du coup s'en souvenir et la garder à l'esprit, car ça pourrait nous aider à révéler très rapidement et facilement l'homme ou la femme à l'origine de cette cicatrice, avec quelques infos chronologiques supplémentaires qu'Oda pourrait nous donner prochainement. Niveau rapport de force maintenant, je savais que Gaban serait supérieur à Summers, mais à ce point là, waouh, ok, choqué de fou. En plus, il nous offre le nom d'une de ses techniques, le Futenraku, qui, tout comme le Kamuzari de Roger, a une connotation divine et céleste. Faut pas être un bête de théoricien pour comprendre que notre petit Rayleigh, qui n'a toujours pas nommé une seule de ses attaques, la nommera aussi sur le thème du divin et tout là, en particulier sur le côté dark ou démon, de par son titre de Seigneur des Ténèbres. En tout cas, ouais, Summers n'a eu aucune chance face à lui. C'est vraiment étonnant pour un mec aussi vieux, qui a autant perdu de force, qui s'est autant rouillé. Je trouve que Gaban, quand il était jeune, eh ben, il faisait partie de ces personnages que tu ne soupçonnais pas trop de cacher une telle puissance, mais du coup, il devait être plus fort qu'actuellement, et j'arrive pas à l'imaginer, ça dépasse ma limite de compréhension, mais totalement. Un vrai monstre au niveau de Rayleigh à entendre les Mugiwara d'ailleurs. Hein. Parlons du coup de son Haki. Alors, je pense que les éclairs de Haki jaillissant de partout et les démonstrations de force qu'il nous fait depuis 10 chapitres prouvent que, tout comme son frère d'armes Rayleigh, il possède le Haki des rois. Ça c'est ok, en tout cas ça serait assez normal, mais c'est son Haki l'observation qui m'a choqué. Il peut voir dans le futur, ça c'est presque normal. Ce qui est épique, c'est que normalement pour voir autant l'avenir, il faut être calme. C'est ce que disait Katakuri et c'est ce que faisait Luffy. Or, Gaban était dans un état de rage mais exceptionnel, trop stylé hein, par ailleurs, et pourtant il a réussi à avoir la lucidité nécessaire de voir la fin de son fils s'il continuait son action, preuve d'une maîtrise de toutes les formes du Haki absolument exceptionnelle. Voilà, globalement j'ai dit tout ce qui me passait par la tête le concernant, et pour l'instant je vous suggère quand même de passer ce soir dans le live qu'on va faire sur Twitch avec Nina, parce que je pense qu'on aura encore des choses à dire concernant ce goth qu'est Gaban. Pour le moment, on a autre chose à faire, il faut se pencher sur le cas de Brook Gunko, parce que là, ça a encore grimpé d'un cran dans ce chapitre. Après que Gaban soit tombé dans le vide, les cris de Koron appelant son père ont éveillé quelque chose en Gunko, des souvenirs. Nous voyons ainsi apparaître deux petites cases, une première où une jeune femme appelle papa, et une autre où Brook semble apparaître en tenant la main d'une petite fille et en lui révélant son rêve de devenir pirate. Et de toute façon, c'est quasiment sûr que c'est Brook, parce que Gunko, après avoir repris conscience, le reconnaît et se dirige vers lui avant d'être stoppé par un petit truc. Bref, on en reparlera plus tard. Autant les derniers chapitres n'étaient pas des exemples de hype, autant celui-là, mon gars, on va s'en souvenir longtemps. Alors, analysons comme il se doit tout ça, le sujet est important, puisque nous sommes ni plus ni moins sur le point de découvrir la vie de Brook et les secrets qu'il cache. Un secret d'une incroyable ampleur, puisque Gunko ne serait ni plus ni moins que sa fille. Tout d'abord, en checkant les flashbacks, on remarque une chose, il semble y avoir deux timelines. Le tout premier flashback, c'est Gunko avec une apparence assez similaire à l'actuelle, donc j'imagine âgé physiquement aux alentours des 17-20 ans, je dirais, tandis que l'autre, qui tient la main de Brook, est une enfant, très clairement beaucoup plus jeune que sur la première case, et sans suggérer que c'est encore plus loin dans ses souvenirs. Donc bon, oui c'est Gunko, en tout cas tout nous laisse le penser en fait. J'ai tendance à toujours faire gaffe avec Oda puisqu'il aime bien nous brain sur des trucs et tout, mais là le doute est très peu permis. Maintenant c'est Brook qui nous intéresse. Le yo ho ho ho, la musique, la silhouette, le fait que Gunko le reconnaisse directement après, même si je veux être mesuré, là c'est lui.
C'est tout. Alors, juste en traduisant la scène comme ça, on aurait la révélation que Brook est le père de Gunko et qu'il a abandonné au profit de sa liberté de pirate, exactement comme l'a fait Yasop avec Usopp. Ce Brook-là n'est pas exactement le même qu'on connaît, c'est de l'époque où il était encore le chef d'une garde royale, d'un royaume de West Blue, et le seul détail qui le prouve, c'est clairement son épée. Lui qui a toujours eu sa canne épée, là, se trouve avec une véritable épée, avec un véritable fourreau et une véritable garde très éloignée de l'arme qu'il a aujourd'hui et qu'il avait depuis son voyage avec les Rumbar. Ouais, c'est Brook. Hein, voilà. Alors on va revenir quelques chapitres en arrière, le 1146 justement, je crois que c'est entre celui-là et le 1147 que Brook et Gunko avaient commencé un petit peu à nous intriguer. Brook connaissait les chevaliers divins alors que très peu sont censés savoir de qui il s'agit. Brook en voyant Gunko s'est semble-t-il rappelé de quelque chose, comme s'il avait déjà croisé, et bien sûr ça c'est le petit bonus, mais Gunko a comme titre préféré New World de notre cher Brook. Ça fait beaucoup là, non? À l'époque, je vous avais proposé 3 théories assez différentes et que j'aimais beaucoup. Du coup, 2 d'entre elles sont totalement nazes. Gunko serait une groupie rencontrée durant l'ellipse. Hop, poubelle. Et Gunko serait la femme vue sur Namakura chez les satanistes. Encore poubelle. La troisième était que du coup, Gunko était une connaissance de Brook quand il était encore chef de garde sur West Blue. Forcément, cette théorie était déjà l'une des plus cohérentes, mais devient aujourd'hui carrément la seule valable pour les raisons que j'ai citées plus tôt. Cependant, à l'époque, si elle vous avait déjà bien charmé, c'est un argument bien précis que j'ai apporté qui vous a vraiment convaincu, celui des flashbacks. J'ai été surpris de voir à quel point vous avez aimé réaliser le fait que, les Mugiwara, et généralement, n'ont pas qu'un seul, mais bien 2 flashbacks de leur vie passée. Et donc que Brook allait avoir un nouveau flashback, logiquement, remontant à l'époque de sa première vie, et qu'il allait au passage nous révéler son lien avec Gunko, qu'il aurait rencontré à ce moment-là. Voilà, donc cette théorie se précise de plus en plus, à l'exception que Gunko n'est pas un amour de Brook. Enfin si, mais pas dans ce sens-là du terme, puisqu'elle serait sa fille. Tout ça, c'est ok. C'est assimilé pour tous et toutes. Maintenant, il y a des questions bien plus graves et importantes à se poser. Certes, je trouve ça toujours autant ahurissant que les Mugiwara se cachent de tels secrets et que Brook n'ait jamais dit à personne quoi que ce soit sur sa vie passée, mais bon, on a l'habitude des cachotiers, dans l'équipage. Non, là, le truc vraiment important, c'est de comprendre comment Brook a pu l'abandonner, comment Gunko s'est retrouvé là, ici, et comment elle a des souvenirs aussi lointains. Je vais essayer de faire court, mais voici ce que j'en pense. Brook désirait plus que tout d'être pirate, mais il ne voulait pas non plus abandonner sa fille, Gunko, à un âge aussi jeune. Il est très probable qu'il fut le seul à l'élever, que sa mère soit décédée lorsqu'elle a mise au monde, et qu'il a attendu qu'elle soit adulte ou presque pour quitter le royaume de West Blue et vivre à son tour son rêve. Expliquant pourquoi le flashback de Gunko s'est déclaré quand elle a entendu crier Koron en voyant son père tomber et s'éloigner. Gunko criait pareil en le voyant prendre la mer sans elle. Ce scénario me plaît bien, simple mais colle avec ce qu'on a vu. Le problème étant un petit détail dans la première case du flashback de Gunko. Elle ne pleurait pas de son œil droit. Ouais, le même œil qui aujourd'hui est d'une couleur différente. Son œil gauche semble être le seul fonctionnel, le seul dont les larmes coulent, mais aussi le seul à travers elle perçoit en fait le flashback avec son père. Comme si Oda nous disait: cet œil, c'est le seul qui est bon. Ce qui veut dire qu'avant même de devenir chevalier divin, Gunko avait déjà un problème à cet œil. Donc vous devez vous douter de la question que je vais vous poser, mais qu'est-ce qu'elle a bien pu subir pour perdre cet œil, mais surtout qui lui a fait? Là, on part dans un truc où la théorie ne deviendra que pure fiction. Je trouve tout de même intéressant d'imaginer la possibilité que si Brook a quitté sa fille contre sa volonté, c'est peut-être car c'est aussi à cause de lui qu'elle a été blessée. Il était garde d'un royaume. Il aurait très bien pu avoir des ennemis, des rivaux, des royaumes concurrents qui lui en voulaient pour X ou Y raison et qui ont menacé la vie de sa fille à plusieurs reprises, l'obligeant à quitter le pays, à démissionner pour la protéger. Souvenez-vous des paroles de Dragon Akuma: un enfant est la plus grande faiblesse d'un parent. C'est pourquoi il a caché l'existence de Luffy, même à ses plus proches amis. Brook en aurait fait les frais. S'en prendre à sa fille était le meilleur moyen de s'en prendre à lui-même. Et à nouveau, c'est un parallèle parfait avec Gaban et Koron dans ce chapitre où le frère de Roger n'a été défait qu'en voulant sauver son fils et qui espérait justement que Koron ne révèle pas son lien avec lui. Gaban savait très bien que ça serait sa pire faiblesse, tout comme Oden a aussi été vaincu à cause de la ruse de la vieille Higurashi transformée en Momonosuke. C'est pourquoi il est très probable que Gunko était le point faible de Brook. Malheureusement, je reste persuadé qu'une chasse à l'Octoctone similaire à God Valley a eu lieu sur son royaume lorsqu'il le quitta et que Gunko attira l'attention des dragons célestes en se combattant avec autant de férocité que son père. On a bien vu sur God Valley que Saturne était présent et assistait à ce massacre. Alors je pense que d'autres membres du Gorosei étaient aussi présents dans les anciennes éditions, remarquant le talent et le potentiel de Gunko. D'ailleurs, il y a fort à parier que Gunko ne soit pas son vrai nom, qu'il ait été changé pour totalement oublier son ancienne vie. Quoi qu'il en soit, et en voulant rendre visite à sa fille, Brook aurait constaté la disparition de son royaume ou sa destruction, pensant jusqu'à aujourd'hui encore qu'elle soit morte et qu'il ne la reverrait plus jamais. Et en vrai, il y aurait une part de vérité là-dedans.
Je pense vraiment que pour devenir immortel comme le sont les chevaliers divins ou le Gorosei, il faut au préalable mourir. En effet, Imu aurait des pouvoirs de nécromancie, capable d'injecter son pouvoir dans les cadavres et les ramener à la vie jusqu'à ce qu'elle décide de le retirer comme elle a fait avec Saturne. Ce qui me fait autant penser ça, c'est déjà l'histoire avec Saturne, et qu'elle ait pu à distance lui retirer sa force vitale, mais pas seulement, aujourd'hui apporte de nouveaux arguments. Tout simplement que Gunko nous fait actuellement une Sindri. En plus d'avoir été dévoilée dans l'arc qui a introduit Brook dans One Piece, Sindri était autrefois une célèbre actrice connue pour son sourire. Quand elle mourut accidentellement, Hogback a récupéré son cadavre pour en faire un esclave zombie grâce au fruit du démon de Moria. Sauf que là où ça devient vraiment très important, c'est au chapitre 469, lorsqu'elle refuse d'obéir aux ordres d'Hogback, menant Robin et Chopper à penser que l'ancienne propriétaire du corps résiste malgré sa mort 10 ans plus tôt, et qu'elle possède encore un semblant de volonté propre, ce qui se confirmera plus loin lorsqu'elle abordera le même sourire que de son vivant. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Vous comprenez la tragédie se cachant derrière l'histoire de Gunko? Elle est morte. Elle est morte depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est pourquoi elle a tout oublié de son passé et que seuls des mots-clés l'ont replongée dans les souvenirs de son vivant. C'est pourquoi elle est monstrueuse et sans cœur. Elle ne sait plus qui elle est. Mais c'est aussi pourquoi elle aime autant les chansons de Brook qui lui rappellent, et ce sans le savoir, les musiques de son père. Honnêtement, je peux pas trouver mieux. Sindri est pour moi l'exemple plus que parfait et précis de ce qui se passe actuellement pour Gunko, certes, mais aussi pour le gouvernement mondial avec les chevaliers divins et le Gorosei en général. Tous, ou presque, sont déjà morts et ils sont plus que l'ombre d'eux-mêmes, peinant à se rappeler de leur vie passée, si ce n'est par quelques bribes, quelques flashs provoqués par des mots ou des situations familières. Ce qui pourrait aussi nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe au sein des chevaliers divins. Pourquoi le Gorosei semble n'avoir pas vieilli en plusieurs dizaines voire centaines d'années? Pourquoi Gunko n'aurait également pas vieilli, bien qu'elle puisse avoir entre 60 et 70 ans, alors que Garling, de son côté, a pris de l'âge entre sa première apparition sur God Valley, il y a 39 ans, et sa première apparition officielle au chapitre 1096. Tout s'expliquerait simplement par le fait que Gunko est morte et a été ressuscitée par Imu. Le Gorosei ont aussi péri tout en étant ressuscités par le roi du monde. À partir de ce moment-là, ils sont imbibés du véritable pouvoir abyssal d'Imu, expliquant par exemple pourquoi c'est Gunko et non Shamrock qui a invoqué le cercle Abyss, car Shamrock, tout comme son père Garling, sont encore vivants et pas entièrement sous l'emprise d'Imu, du moins pour l'instant. Voici ce que serait donc véritablement Imu, une marionnettiste qui joue de ses pantins à travers lesquels elle accomplit ses volontés. Si cette théorie finit par se confirmer, alors il est bien possible que dans la chambre froide de Marie-Joise se cachent les cadavres des 19 autres rois avec qui elle a fondé le gouvernement mondial. Encore une fois, comme un parallèle avec Thriller Bark et les généraux zombies d'Absalom, Imu garderait jalousement les corps de ses alliés d'autrefois, qu'elle aurait poignardé dans le dos pour prendre la tête du pouvoir mondial de son gouvernement. Joy Boy a combattu contre ces rois et il risque d'avoir encore affaire à eux, mais cette fois-ci sous l'apparence de Luffy face au corps des pères fondateurs du plus grand tabou de ce monde. Bon, nous allons pouvoir passer à la suite, car tout ça n'était en réalité qu'un abuse-bouche du plus gros plot twist qu'Elbaf nous offre aujourd'hui. Combien de fois ai-je pu le dire sur Egghead? Imu va débarquer sur l'île, Imu va utiliser le Mother Flame pour stopper le message de Vegapunk. Rien de tout ça. Aujourd'hui, Imu ne sort peut-être pas physiquement de son palais royal, mais prend tout de même le contrôle de Gunko dans un torrent d'éclairs noirs, en déclarant que Marie-Joise est sous les flammes, qu'ils ont besoin de toute la force militaire disponible et qu'elle va leur montrer ce que c'est faire un vrai dieu. Bon là j'imagine que tout comme moi vous devez avoir 50 questions qui vous traversent l'esprit. Comment Imu a-t-elle réussi ce coup-là? Que se passe-t-il à Marie-Joise? Que va-t-il se passer par la suite? Eh bien écoutez, voyons ça maintenant. Nous allons commencer par nous pencher sur le cas d'Imu et comment elle a fait pour arriver ici. Tiens tout d'abord, on va parler de ça là. J'ai toujours conjugué Imu au féminin et c'est pas prêt de changer après ce chapitre. C'est effectivement sujet à débat, en particulier quand tout le monde dans One Piece l'appelle Seigneur Imu ou Roi Imu. Et moi vous savez très bien que depuis le début de son introduction, 7 ans maintenant, j'ai toujours eu la sensation qu'une femme se cachait derrière cette silhouette au mouvement souvent trop doux pour venir d'un homme. Tant qu'on n'a pas eu la validation visuelle, j'avoue faire un peu ma tête de mule là-dessus et continuer de l'imaginer non pas en roi, mais en reine du monde. Là où je voulais en venir avec tout ça, c'est que quand Imu prend possession du corps de Gunko, vous avez dû remarquer 2 changements physiques. Les yeux deviennent exactement les mêmes qu'Imu, en spirale, mais surtout, ses cheveux poussent. Gunko n'a aucunement les cheveux longs de base, on ne l'a jamais vu sans sa casquette, mais il est facile de réaliser la différence entre la coupe ordinaire de Gunko et celle qu'elle a quand Imu la possède. Vous comprendrez alors que pour la première fois depuis 7 ans, je soupçonne que les véritables cheveux d'Imu nous soient dévoilés et que ce soit ceux
qu'on voit sur Gunko actuellement. Alors certes, parfaitement, des cheveux longs ne sont pas nécessairement ceux d'une femme, il y a qu'à voir Gaban. Je trouve tout de même ça marrant, étonnant, cocasse si je puis dire, que la coquille que choisisse Imu à posséder soit celle d'une femme, comme si c'était celle qui se rapprochait le plus de sa véritable apparence. Et que ses cheveux soient ceux que Imu cache sous sa longue robe. Tiens, ça permet de rebondir sur le sujet. Depuis l'apparition de Gunko, de ses pouvoirs, etc., vous avez toujours été très nombreux à me demander si je pensais qu'elle serait un clone d'Imu ou si elle avait en général un lien avec ce personnage, ce qui pourrait être une théorie vraiment intéressante aujourd'hui avec la fin de ce chapitre. Eh bien, écoutez, au risque de me tromper, mais je ne crois toujours pas. Je ne suis toujours pas convaincu à 100% que Gunko soit particulière aux yeux d'Imu. Ce qu'Imu a fait aujourd'hui, elle pourrait sûrement le faire avec quasiment tous les chevaliers divins. Sans savoir comment ni pourquoi, elle semble bel et bien être à l'origine des pouvoirs mystiques des chevaliers divins, Abyss, la régénération, etc. Tout ça, ça vient d'Imu. Nous savons par contre qu'ils communiquent tous par télépathie, excepté les chevaliers divins entre eux. Ils ont besoin de Dendenmushi. Le Gorosei peut communiquer entre eux avec la télépathie et Imu peut communiquer avec tout le monde. Elle parlait à Saturne avant de le tuer et elle a alerté les chevaliers divins en arrivant sur Elbaf. Donc voilà, je pense encore une fois très sincèrement qu'Imu a purement et simplement pris le contrôle d'un corps parmi tant d'autres, puisqu'elle serait totalement apte à contrôler tous ces chevaliers divins. Dans le futur, Imu ira même jusqu'à contrôler simultanément tous les chevaliers divins en même temps et en parlant à leur place, démontrant le pouvoir et la maîtrise exceptionnelle qu'elle a sur ces sujets sans avoir à intervenir elle-même sur le champ de bataille. Avec ces paroles, je me rends en fait compte qu'Imu est davantage une malédiction qu'autre chose. Jamais les chevaliers divins n'auront leur libre arbitre et elle peut leur retirer la vie à tout moment. Les fruits du démon n'ont rien de démoniaque, c'est clairement Imu la plus grande source de malédiction, à n'en pas douter. Passons désormais au sujet suivant qui sera sûrement l'un des plus denses et compliqués à traiter. Il se passe quoi sur Marie-Joise? La Terre Sainte est en feu, ce qui est censé nous ravir me tracasse quand même un peu. Comment la situation a pu dégénérer à ce point et en si peu de temps? Pour le bien de tous, nous allons faire un très bref résumé des événements récents déroulés sur Marie-Joise et depuis Elbaf. Au chapitre 1125, tout a l'air normal sur Marie-Joise, excepté que Saturne meurt sur Egghead par Imu et que Garling prend sa place en tant que Gorosei, dieu guerrier de la science et de la défense. Il est très intéressant et important de noter que le voyage entre Elbaf et Egghead est particulièrement court, seulement 2 jours, voire même un peu moins. Le narrateur le confirme au chapitre 1126, sachant qu'ils ne sont pas allés directement sur Elbaf car ils ont été endormis par la brume du sommeil, on peut estimer à moins de 2 jours les événements séparant la fin d'Egghead au début de Wano. Mais justement, au chapitre 1126, un autre truc est important à noter. Barbe Noire apparaît et communique avec Lafitte qui espionne un peu tout le monde, la marine, les révolutionnaires. En gros, il se trouve vers Marie-Joise et relève toutes les tentatives de sabotage des révolutionnaires. Donc, quand les Mugiwara arrivent sur Elbaf, rien d'alarmant ne semble s'être passé sur Marie-Joise non plus, et entre le début de l'arc au chapitre 1126 et le chapitre 1149 d'aujourd'hui, j'estime à moins de 24 heures le temps écoulé. La question est donc de savoir qu'est-ce qui a pu se passer en 24 heures. Là où ça commence un petit peu à bouger, c'est au chapitre 1140. Les chevaliers divins arrivent, du moins Somers et Gillingham sont invoqués, et il semble y avoir de l'agitation sur Marie-Joise. Déjà Somers et Gillingham étaient en train de parler et s'apprêtaient à faire quelque chose. Ensuite, Gillingham demande à Shamrock de rentrer, ce sont les supérieurs, donc sûrement le Gorosei, qui en donne l'ordre car Marie-Joise serait entrée en phase critique. Je pense que ça signifie surtout que la famine a atteint un tel niveau qu'ils ont désormais besoin des chevaliers divins pour leur chercher des vivres. En effet, les révolutionnaires bloquent tout ravitaillement possible. Donc voilà, en 9 chapitres, la situation a évolué au point que Marie-Joise passe de problème de famine à problème d'incendie. Le bordel a dû commencer il y a très peu de temps et l'incapacité de le gérer requiert la puissance et la présence de tous les chevaliers divins. Je sais pas si ça a servi à grand chose de faire ça, mais bon, au moins on a une petite chronologie en tête, ça peut toujours aider. Maintenant, faut essayer de comprendre l'origine de cet incident. Évidemment, 2 groupes sont parfaitement taillés pour attaquer Marie-Joise, les révolutionnaires ou l'équipage de Barbe Noire. Il y a quand même un petit problème logistique. En effet, si Barbe Noire était sur la ruche au chapitre 1126 là, et donc qu'en temps réel, ça équivaut à plus ou moins 24 heures avant le chapitre actuel, le 1149. Il est normalement impossible pour eux de traverser tout le Nouveau Monde pour atterrir sur Marie-Joise, sauf si Lafitte a lui aussi un moyen de les invoquer ou que Katharina Devon, grâce à la copie qu'elle a faite de Saturne, peut faire passer l'équipage à travers les abysses. On peut aussi repenser à ce que disait Louis Arnott dans sa lettre, qu'il ne faut pas rester longtemps sur Elbaf. Peut-être qu'Elbaf voit sa temporalité distordue à cause de l'énergie émanant de l'arbre d'Adam, et donc que le temps passe plus vite et que plusieurs jours se soient écoulés en dehors. J'avoue vraiment adorer cette théorie, et encore plus quand Barbe Noire dit à Lafitte de se préparer. Je ne sais pas quoi, mais Teach planifie quelque chose côté Marie-Joise et côté révolutionnaire. Malgré tout, et pour l'instant, on a quand même une autre hypothèse bien plus facile à prendre en compte, et c'est celle des révolutionnaires
justement. Comme le disait Lafitte, les révolutionnaires attaquent en permanence les provisions de nourriture venant jusqu'à Marie-Joise, provoquant ainsi la fameuse famine des dragons célestes. De plus, le QG des révolutionnaires se trouve sur Kamabaka, une île très proche de Marie-Joise, bien plus que ne l'est la ruche. Et cerise sur le gâteau, encore au chapitre 1125, Dragon apparaît à la toute fin avec l'équipe des révolutionnaires au complet, déclarant que le problème de la fin du monde et de la montée des eaux doit être réglé au plus vite, sinon les peuples se battront pour leur propre sécurité. Donc si on veut pas partir sur une hypothèse trop what the fuck, il serait cohérent que les révolutionnaires soient passés à l'action en infiltrant Marie-Joise grâce à une galerie de tunnels souterrains creusés par Morlaix et son fruit du démon. Ils attaqueraient de toutes parts sans être vus, diminuant et éparpillant les forces du gouvernement à travers toute la Terre Sainte. Voilà, donc Dragon passerait à l'action, c'est assez fou et c'était très attendu aussi. Est-ce que j'ai quand même le droit de sortir ma théorie tirée par les cheveux de la semaine ou pas? Ouais, c'est bon? Non, parce que si je dois parler uniquement fanservice, et si c'était Ener qui attaquait Marie-Joise? Non, attendez, je sais, c'est quasiment impossible. Imaginez le scénario de dingue. Ener découvre l'histoire du monde. Ener découvre une partie de l'histoire du siècle oublié et réalise qu'il existe un autre dieu au sommet de Redline. Imaginez qu'il débarque avec son armée de Spacey, lançant un assaut monumental sur la Terre Sainte pour prendre le trône d'Imu. Non? Ça vous hype pas là? Si, un petit peu, c'est obligé. Non mais bon, voilà, si on doit s'arrêter sur une seule théorie pour l'instant, ça serait celle des révolutionnaires. On parlera des autres théories, what the fuck, ce soir en live. Je passerai peut-être un peu moins pour un fou. Bon, tout ça c'est ok, c'est presque une suite logique que Marie-Joise soit attaquée après qu'ils aient affaibli les dragons célestes. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est la symbolique derrière tout ça. Je veux dire, c'est quand même la Terre Sainte qui est en feu. Elle brûle durant le Ragnarok, la fin du monde et des mythes nordiques. Asgard, le royaume des dieux, est en proie aux flammes avant d'être détruit par Surt, le géant de feu. Je pense pas que ce soit un hasard que la fin du monde soit annoncée par Vegapunk et que l'arc, juste après, celui d'Elbaf, se déroule au même moment que la destruction de Marie-Joise dans une mer de flammes. Après Elbaf, ça sera le début de la fin. Comme le disait Vegapunk, une guerre sans merci va éclater, l'utilisation des armes antiques va faire grimper le niveau de l'eau et il ne restera qu'un seul gagnant de cette bataille pour le trône du roi. On a pu voir les principaux sujets autour de cette révélation finale, mais une question persiste. Quelle est la suite? Déjà, ça signe la fin de la mission des Chevaliers Divins sur Elbaf. Voilà, ils n'auront pas le temps de voler les enfants et faire toute la route en mer jusqu'à Marie-Joise, ils vont tous rentrer avec le cercle Abyss. Donc si on se demandait quel gamin aurait été kidnappé, etc., la réponse c'est que c'est aucun, hein, voilà tout. Maintenant, que va faire Imu? C'est un peu le problème. Si Imu veut montrer le vrai pouvoir d'un dieu, elle doit normalement tuer quelqu'un. Je vois pas d'autre solution. Un dieu, ça a le pouvoir de vie ou de mort, incontestable et incontesté. Elle ne tuera pas un enfant, c'est clair. Elle ne tuera pas non plus un Mugiwara parce qu'ils ont l'immunité scénaristique. Gaban, lui, est tombé et Chopper va le sauver, donc tranquille, il ne sera pas attaqué normalement. Il reste qui et quoi. Pour moi, soit elle va détruire une partie d'Elbaf, cet arbre est vraiment destiné à être en partie explosé au cours de cet arc. Je sais pas pourquoi, mais c'est toujours le ressenti que j'ai, sûrement parce qu'il a subi plusieurs menaces comme les incendies, la foudre et tout, et qu'on lui prête la résilience extrême de résister à des guerres. Soit elle va tuer un ou des géants. C'est triste, mais ça nous toucherait moins profondément que tout le reste. Par exemple, que Yarul meure, ou qu'un village sur une autre branche soit anéanti. Ça pourrait avoir directement un impact hyper important, incontestable et chaotique pour l'arc, sans pour autant changer le futur de One Piece. Ce qui va aussi se passer, c'est l'arrivée de Loki et Luffy. Là, j'en suis bien trop persuadé. Peut-être que je devrais pas, mais vous vous rendez compte le lien qu'Imu a avec Loki et Luffy? C'est-à-dire que Loki voulait devenir le roi du monde, bim, hop, t'as le vrai roi du monde qui apparaît sur son île. Luffy et Joy Boy et veut libérer le monde, bim. Encore une fois, l'ennemi principal de Joy Boy qui a entravé le monde apparaît proche de ses Nakama comme une vraie menace. Sachant que Luffy déteste les dieux et ceux qui se prennent pour des dieux. Comment Oda pourra ne pas en profiter pour créer une première interaction entre eux? Pire encore, Imu a débarqué dans un torrent d'éclairs noirs, sûrement de Haki, que Luffy et Loki auront sans le moindre doute ressenti. Il y aura un face-à-face, il en faut un. Peut-être que Luffy, même dans sa forme Nika, ne pourra strictement rien faire face à cette Genko possédée, jusqu'à totalement perdre pour la première fois depuis qu'il a éveillé son fruit du démon. Ça serait aussi l'occasion pour Imu de dévoiler des pouvoirs télékinésiques à l'image de Saturne, en arrivant sur Egghead qui, d'un simple regard, blessé et immobilisé les Mugiwara. Imu ferait pareil et obligerait tous les géants de s'agenouiller grâce à son pouvoir qui s'étendrait sur l'intégralité du royaume. Il faut quand même en imposer un petit peu, je suis désolé les gars, c'est Imu qui apparaît là, c'est pas Joel Clodo, hein, qu'il faut vraiment, voilà, montrer qui est le roi, qui est le dieu. Et pour finir, comment Genko va-t-elle reprendre le contrôle? Ou qu'est-ce qui stoppera la possession d'Imu? Eh bien, j'ai du mal à voir autre chose que Brook lui-même. Oui, c'est assez improbable à dire, mais Brook est le seul capable de se libérer de ses entraves. Son fruit du démon lui permet de
prendre l'apparence d'une âme et de vagabonder dans un large périmètre. Lui qui a reconnu Gunko et Gunko qui a aussi commencé à le reconnaître. On pourrait avoir cette scène où Brook vient à sa rencontre en forme d'esprit, en forme d'âme, découvre Imu possédant le corps de sa présumée fille ou fille adoptive et essaiera de lui parler pour réveiller ses plus profonds souvenirs. Gunko pourrait, en reprenant conscience de qui elle est, repousser petit à petit la malédiction d'Imu, exactement comme l'a fait Cavendish avec Akuba. C'est vraiment un cas très similaire. On aurait une moitié de Gunko pleurant en se souvenant de sa vie passée et de son histoire avec Brook, et une autre moitié d'Imu luttant pour garder le contrôle sur son pion. Et voilà, n'hésitez pas à me donner vos hypothèses car il y a effectivement des tonnes de scénarios envisageables, comme le fait aussi que Dragon, si ce sont bien les révolutionnaires qui attaquent Marie-Joise, puisse pénétrer dans la salle où se trouve Imu et intercepter sa connexion avec Gunko. Ça serait peut-être trop beau pour être vrai, je suis d'accord. Mais le premier face-à-face Dragon-Imu, moi je signe, ça va, ça me dérange pas. Bon, vu que vous avez des tonnes de questions à propos de ce chapitre, il est l'heure d'y répondre dans ce nouveau courrier de Goji. Salut Goji, continue tes vidéos, elles sont exceptionnelles, merci beaucoup mon ref comme d'habitude. Petite question par rapport à ce chapitre, est-ce que tu crois que c'est possible que Gunko soit une princesse d'un royaume et que c'est là qu'elle a rencontré Brook quand il était garde royal pour la famille de Gunko? Alors totalement, les chances que Gunko soit en fait la fille adoptive de Brook, comme ce fut le cas avec Kuma et Bonnie, sont très hautes, c'est totalement envisageable, ça ne change presque rien en fait, puisque Oda met toujours un point d'honneur à ne pas faire de différence entre les parents biologiques et les parents adoptifs. Ce qui peut aussi expliquer pourquoi elle appelait Brook en se souvenant de son flashback, mais quoi qu'il en soit, c'est parfaitement probable qu'ils ne soient pas du même sang. Salut Goji, merci pour tes reviews. Oda a montré que Brook était dans la garde royale sur une île de West Blue. Penses-tu que cette île puisse être God Valley comme elle a un certain lien avec les chevaliers divins? Bonne journée à toi. Merci mon rêve, bonne journée à toi aussi. Alors, pour le coup, de God Valley, rien d'impossible, mais moi je pense pas. La chasse des dragons célestes a lieu tous les 3 ans, en tout cas il y a presque 40 ans c'était le cas. Ce qui signifie qu'en moins de 10 éditions, donc en moins de 30 ans, ils seraient allés 2 fois à God Valley, une fois où ils ont rencontré Gunko et l'ont capturé, et une autre fois où la catastrophe entre Rox et Roger a eu lieu. Ouais, moi je doute un peu quand même. Par contre c'est vrai que God Valley et le royaume de Brook viennent de la même mer et c'est assez perturbant. Pour l'instant je dirais juste que c'est un hasard et que de toute façon le royaume de Brook n'était pas celui-ci, même si l'hypothèse a quand même tendance à me plaire. Yo Goji, waouh, j'adore toujours autant. Comment tu te sens de savoir que ta théorie sur Gunko, expérience des dragons célestes, est quasiment validée à 100%? Alors bon, non pas que je veux pas me faire mousser, mais on est quand même assez loin de la valider cette théorie. Gunko semblait assez âgée quand elle rejoint les chevaliers divins, alors que moi je pensais qu'il s'agissait davantage d'un enfant créé pour ce but précis, pour ce rôle, comme Bonnie qui a été le sujet d'expériences scientifiques. Mais là ça y est, Gunko commence à m'intéresser de zinzin, le lien avec Brook, l'explication de comment elle est devenue chevalier divin et tout. J'ai trop hâte qu'Oda nous explique ça, nous le développe. Je me rends même compte que d'ailleurs niveau chevalier divin, je suis plus intéressé par leur origine que ceux qu'ils sont actuellement. Donc non, on va voir encore pour Gunko, mais c'est pas dit que cette théorie soit entièrement confirmée. Il doit y avoir du bon quand même, et c'est déjà pas mal. Salut, hihi, merci pour tes vidéos, de rien Michael Jackson. Je me disais si Brook, depuis le début de One Piece, a un délire avec les culottes, ça serait pas un lien avec Gunko qui en porte une. J'en ai pas parlé dans la review, mais tu sais que No Fake, c'est pas bête du tout et j'y ai pensé. Alors je trouve ça quand même un peu chelou, qu'on le veuille ou non, mais pour l'instant avec le peu d'infos qu'on a, c'est logique de se poser cette question. On va bien finir par apprendre d'où vient cette mimique de Brook, et Gunko qui a cette particularité tout en étant lié à Mugiwara serait la clé de cette compréhension. Une histoire à la Senior Pink, en somme, franchement pour l'instant, moi je partage ton avis bro. Après je sais pas comment Oda va nous tisser une histoire de chialade et émotionnelle sur des petites culottes, mais bon, on verra. Hello bro, penses-tu que le thème de l'arc sera les figures paternelles avec des parallèles entre Gaban Koron, Bonnie Kuma, Zoro Robin, Brook Gunko et possiblement par la suite Luffy Dragon? Et attends, tu as aussi oublié Loki et Harald, enfin Loki, Airudin et Harald, bah ouais du coup totalement, déjà que c'était un peu le cas sur Monokuni avec l'héritage Momonosuke, Oden et Yamato Kaido, là ça devient totalement récurrent et comme tu le dis très bien, la suite va s'orienter vers Luffy et Dragon. Ça y est frère, c'est bon, ils se sont jamais rencontrés, à part la dernière fois c'était au chapitre 100 et ça comptait même pas, c'est le moment où jamais, déjà avec Vegapunk les liens s'étaient resserrés de fou, Vegapunk connaît Dragon, Luffy a sauvé Vegapunk, pareil avec Kuma et Bonnie, pour moi il est temps que les révolutionnaires aient une vraie place dans l'histoire et surtout que Dragon contrebalance l'omniprésence du gouvernement mondial depuis quelques arcs. Donc d'ici fin d'Elbaf, ou juste après cet arc, je croise les doigts et je pense vraiment que cette rencontre aura enfin lieu. Petit courrier cette fois-ci, mais en vrai j'ai déjà
Tout dit dans la review, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu puisqu'on arrive doucement vers la fin de cette vidéo et que ce chapitre a ranimé votre hype de One Piece. D'ailleurs, n'oubliez pas de le noter sur 10 en commentaire. En dessous de 8, par contre, je vous écoute même pas, vous êtes banni de la chaîne. On se retrouve, je rigole bien sûr, je rigole. On se retrouve ce soir en live pour reparler du chapitre, demain pour la rediff sur la chaîne secondaire et bien sûr la semaine prochaine pour la review du 1150e banger d'Eiichiro Oda. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous et de vos proches. Peace les bros.